Laurent, Roland, Anthony, bonjour. Ahmed Arepa, amis téléspectateurs internet, bonjour. Vous êtes assis à la gauche Tu paies? de ma personne aujourd'hui. Mais non, je ne suis pas le père. Ok, oui. Je ne suis pas le père. Je ne suis Ouais. pas le fils non plus. Encore moins le Saint-Esprit. Je suis juste Ahmed. Euh, on démarre Laurent, Roland, Anthony par Dynamisme Info, si vous le permettez. Ouais. Dynamisme Info qui parle ce matin. La une va réapparaître, puisqu'on a pu la voir tout à l'heure. Dynamisme, donc, qui parle d'animation de la vie politique au Bénin. Un challenge tenu en main par les deux grands blocs de la mouvance et les démocrates. Oui, ça ne surprend pas ce qui se passe aujourd'hui. On constate que c'est les deux grands blocs, puisqu'il faut rappeler qu'il y a plusieurs blocs qui sont de la mouvance présidentielle. Il y a le parti Union progressiste, le Renouveau UP, le Renouveau, il y a le bloc républicain, il y a le MOL Bénin et puis il y a l'UDBN. Ils ne sont pas pour autant des blocs, c'est les deux derniers. Oui, en fait, Voilà, c'est des blocs, c'est des formations politiques qui se... Oui, Bon. Enfin, par bloc, on entend que c'est... oui, mais il y a des partis, il y a des gens qui ont dissous leur mouvement pour se retrouver dans cette formation politique. Bien sûr. Mais bon, enfin, de toute façon, aujourd'hui, c'est que c'est l'UP, le Renouveau et le bloc républicain qui ont pu avoir des élus au niveau de la mouvance présidentielle. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on avait un bloc qui avait fait tout son show. Et avant l'avènement du Parti des démocrates, le parti FCBE, qui jusqu'à nouvelle ordre, a des maires élus. Et donc, ce qui leur permet d'être dans la base, de bénéficier de financement public aussi, d'avoir aussi leur mot à dire dans certaines musiques, parce que quand on comptera les partis qui ont des élus, c'est qu'il y a le parti FCBE également. C'est vrai que l'avènement du Parti des démocrates les a fait disparaître en 2023, malheureusement. Oui, enfin, disparaître. Oui, mais disparaître, parce qu'ils n'ont pas d'élu. Appelons chacha. Donc, le challenge aujourd'hui, c'est entre l'UP et le Renouveau, le Bloc républicain et le Parti des démocrates. Cela suppose que les autres formations doivent pouvoir changer de fusil d'épaule, doivent pouvoir revoir leur mode de fonctionnement, leur méthode de mobilisation dans une certaine mesure, et revoir aussi leur discours politique, parce qu'il ne sert à rien de dire que nous sommes formation politique et que nous travaillons à soutenir le chef de l'État ou bien que nous sommes de l'opposition. Parce que du côté de l'opposition, on peut dénombrer au moins 2, 3, 4, 5 formations politiques. Alors, qu'est-ce que nous valons véritablement sur l'échiquier politique? Est-ce que nous sommes vraiment représentés dans les communes du Bénin au point d'espérer avoir des élus et en tout cas avoir notre mot à dire dans la balance, notamment ce fameux critère de 10% qui constitue l'os dans la gorge des formations politiques aujourd'hui. Et les trois formations qui tiennent le challenge en main, c'est qu'il faut peut-être voir qui sont ceux qui sont peu ou prou promoteurs de ces formations politiques. C'est que directement, vous allez voir que le parti EP, le Renouveau et BR sont des formations pratiquement, en tout cas les partis siamois, dont le géniteur peu ou prou, à preuve du contraire en tout cas, le géniteur reste demain Patrice Talon dans une certaine mesure. Par contre, quand vous prenez le Moël Bénin, on ne voit que Jacques Ayadji. Quand on prend l'UD Bénin, on ne voit que Claudine Afiavi Prudencio. Donc, le fait que Patrice Talon soit au pouvoir, et que son image soit directement liée, en tout cas, aux deux formations politiques dont on parle, l'UEP, le Renouveau et le Bloc républicain, c'est que ces partis continueront à avoir des élus jusqu'à la fin de son mandat. En tout cas, tout comme l'UBF, l'Union pour le Bénin du futur, a fait son show sous Kéiko avec la Moutou Bruno, tout comme le parti FCB également a fait tout son show avec Boniaï. Donc, ça ne devait pas surprendre. Et de l'autre côté, le Parti des démocrates, parce qu'en réalité, oui, à un moment donné, si le parti FCB a pu avoir des élus, c'est qu'il y a toujours l'image de Boniaï qui était collée à cette formation politique, quand bien même il y avait eu des tractations pour l'éjecter et pour l'écarter de cette formation politique. Vous allez voir que les élus que cette formation avait eu étaient majoritairement des élus dans la partie septentrionale du Bénin, une région qui est assez favorable à l'ancien président Boni Yahi. Donc, la preuve, même le chef de file d'opposition qui était Paul Rompé, qui était secrétaire exécutif de cette formation politique, même dans sa localité, n'a pas réussi à se faire lui-même conseiller communal. Vous voyez, donc, et quand vous prenez le Bénin méridional, c'est à Abomey qu'ils ont réussi à avoir un ou deux conseils communaux. Donc,
on constate qu'il y avait l'image de Boni Yayi, malheureusement, et l'attachement des électeurs d'une partie du Bénin qui a fait que cette fonction est politique. Et donc, du moment où Boni Yayi réapparaît avec une autre fonction politique, ça donne en fait un poids à cette fonction politique. C'est-à-dire que le même schéma peut se présenter si, par exemple, demain, Boni Yayi n'est plus du Parti des démocrates et allait venir une fonction politique. Malheureusement, c'est que cette formation politique va prendre... Vous pensez qu'il pourrait y avoir un report des voix Malheureusement, la politique au Bénin est liée à des visages, liée à des personnalités. Et lesquelles personnalités, dès que ces personnalités ont une certaine aura, ça continue de les suivre, ça continue de marcher. Et donc, quand le Parti des démocrates est arrivé, l'image de Boni Yayi associée à cette fonction politique, qu'il vous souvienne que pendant les élections, laisser l'image de Boni Yayi au Carrefour. Oui, c'était largement suffisant. Ouais, qui a fait basculer certaines choses, notamment dans la 6e, par exemple, où les gens sont allés voter. Voilà, donc c'est ça. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les formations politiques qui n'ont pas d'élus doivent pouvoir changer de stratégie, de méthode et de discours, bien évidemment. C'est-à-dire que même les partis qui disent soutenir Patrice Talon, notamment l'UDB et le Mouel Bénin, ces partis doivent revoir leur discours, leur mode de fonctionnement, parce qu'ils sont dans la mouvance présidentielle, mais s'ils ont du mal à avoir des élus, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est de revoir sa manière puisque en réalité, on peut être en train de soutenir, mais être sincère dans le discours. Si les deux premières fonctions politiques ont dit à l'aura du chef, et que vous êtes là aussi, que vous dites soutenir le chef, et que vous n'avez pas un discours différent, c'est que les autres auront toujours... un ascendant sur vous. Voilà. Donc, il va falloir peut-être revoir ce discours. Nous soutenons, oui, mais voilà, nous estimons qu'on peut corriger, C'est-à-dire il s'agit d'un discours sincère, quoi. Un discours... Est-ce que vous estimez que le discours au niveau des autres blocs n'est pas sincère, c'est ça? Bon, vous m'envoyez une question colle, mais non, mais c'est pas une colle, c'est une question qui coule de source. Quand on vous écoute parler. Non, justement, oui. quand on se le dit, clairement, les deux premières fonctions qui soutiennent le chef de l'État, à savoir l'UPR, le Renouveau et le BR, je n'ai jamais vu, en tout cas, pour la plupart du temps, en dehors de quelques personnes parmi eux qui font semblant de vouloir remettre en cause certaines choses. Semblant, dites-vous? Semblant, dites-vous? Il faut semblant. Ils savent qu'ils ne peuvent pas aller au plus loin que ce qu'ils font là. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui puisse porter la voix maintenant et dire clairement Patrice Talon sur ce terrain a fauté. Donc, ça veut dire que le discours n'est pas encore sincère. Et c'est ça qui fait que, tant que c'est comme ça, les citoyens observent. Et après, quand Patrice Talon quitte, c'est-à-dire que ces formations risquent de disparaître également. C'est-à-dire qu'on a beau faire de rencontrer le parti communiste chinois, ce n'est pas ça qui règle le problème. Le Parti communiste chinois, il faut le préciser, qui rend l'appareil à l'UPR, puisque l'UPR était... oui, ils sont allés voir ils sont allés au BR aussi. Ils sont allés au BR également. Donc, on a beau faire tout ça, c'est que tant qu'on ne revoit pas le mode de fonctionnement des forces politiques, où on a un discours assez sincère, pour que les populations comprennent que ceux-là ne sont pas peut-être des bénis oui, c'est que ça peut marcher pour l'avenir, ça peut durer dans le temps. Mais aussi longtemps que vous allez profiter de l'aura de celui qui est là, qui est le chef, le géniteur des fonctions politiques, ça marchera pour un temps. Après, ça disparaît. Le quotidien L'Indépendant, d'ailleurs, disons, tient le même discours que vous, j'ai l'impression, en titrant « Succession de Patrice Talon, aucun parti politique n'est à l'abri du désastre en 2026 ». Oui, en 2026, ça va être chaud. C'est vrai que, fort heureusement pour les démocrates qui ont 28 députés, donc qui ne souffriront pas du problème de parrainage. Et vivement que si en leur sein, qui commencent pas à voir les potentiels candidats, que ceux-là commencent pas à régler le problème de quitus fiscal. S'ils ont des arriérés à payer au niveau des services des impôts qui ne commencent pas à le faire, plutôt que de venir pleurnicher en 2026, à la dernière minute. En 2026, parce que nous avons fait notre travail, mais ce que le service des impôts aussi fera son travail. Absolument. Et donc, si vous avez des dettes à payer au niveau des impôts que vous ne faites pas, si vous avez des problèmes à régler les cadavres dans les placards, autant mieux rapidement aller sortir les cadavres, régler ce qu'il faut faire le cérémonial de ces cadavres et aller les enterrer. Autrement, on vous ressortira à tout moment ces cadavres. Donc, maintenant, la mouvance également, la mouvance, c'est, je suis tenté de dire, bon, le porte-parole qui parlait par rapport à Boni Yayi de l'équation à zéro inconnue. Oui, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngbeji, d'ailleurs, qui a été interrogé ce matin par les confrères de Radio France Internationale et qui disait que, oui, par rapport à la prise en main du parti Les Démocrates par Boni Yayi, sous le prisme du gouvernement, il était question d'un non-lieu.
Oui, il n'y avait rien de nouveau. Sauf que je vous dise que... Parce que Yahi Boni, selon eux, n'a jamais vraiment quitté, on va dire, la scène politique. Sauf que je dise que Wilfried Ndong-Bedi n'est pas un acteur politique. Bien sûr. C'est un confrère. Et confrère d'antan, parce qu'il n'est plus journaliste. Oui, il n'est plus journaliste. Depuis quelques années, il est communicant. Il est communicant, de toute façon. Il n'est plus journaliste. Les deux ne vont pas de pair. Parfois, Normalement, quand je suis son discours, parfois, excusez le terme, j'ai comme l'impression que j'écoute un néophyte politique. En réalité, il a peut-être besoin d'aller suivre des acteurs politiques, que les gens l'orientent peut-être dans certains débats. Parce que quand on dit que Boni Yahi, à la tête du Parti démocrate, est un non-lieu, je veux bien croire qu'il sait comprendre ce dont il parle. C'est peut-être une manière de dire qu'on n'est pas surpris, que donc il n'y a pas événement. Oui, non, il y a événement. Il y a événement parce que si une sortie de Boni Yahi peut faire basculer les sondages dans une certaine mesure, c'est qu'il y a un événement. Et l'événement, ce qui fait qu'en réalité, il vaut mieux se préparer pour contrer l'ampleur ou les conséquences de cet événement, plutôt que de penser qu'il n'y a pas d'événement et d'aller dormir sur le pour être surpris en 2026. Bon, après, je ne vous apprends rien, Laurent Roland Antonin-Kess, en vous disant que dans le milieu de la politique, il y a le discours, d'accord, tenu devant le peuple, et après, il y a les stratégies qui sont peaufinées en arrière-plan. Je crois que... Je crois que oui. Les partis, les membres de la mouvance qui soutiennent Patrice Talon doivent maintenant arrêter de se focaliser sur Boni Yahi. En fait, ils rendent service à Boni Yahi en lui faisant une publicité gratuite en réalité. C'est mon avis sur la question. Et ils savent très bien, ils n'ont qu'à aller demander à leur mentor Patrice Talon. Ils savent très bien que Patrice Talon leur dira que ce qu'ils font là en réalité, ils n'ont pas besoin tout le temps de dire que Boni Yahi c'est un non-lieu, un non-événement, équation à zéro inconnu. Encore que, quand on dit équation, c'est l'inconnu qui fait l'équation. Dès lors qu'il n'y a pas inconnu, il n'y a pas d'inconnu, c'est qu'il n'y a pas d'équation. Donc c'est un non-lieu. Donc quand on dit équation à zéro inconnu, c'est que... Non, il faut justement. Bon, bref, qu'il n'y a pas d'événement, il y a un non-lieu. De toute façon, ce que je veux dire... Parlons de quelque chose de plus sérieux. En gros... Vous pensez que ça, c'est pas sérieux? Non, en gros, en fait... Ils savent... J'interprète, en fait. Ils savent très bien... J'interprète, en fait. Voilà, ils savent très bien... Ils savent très bien que c'est sérieux. Ils savent très bien ce que c'est sérieux. Je les connais. Parmi eux, il y a des gens très avertis. Ils n'ont qu'à aller demander au professeur titulaire politique politique. Qu'est-ce qu'une apparition de Boni Yahi peut coûter à un acteur politique qui se croyait tout permis en réalité? Bref, non, en fait, il faut dire que les formations politiques de la mouvance doivent pouvoir travailler davantage, changer de stratégie également. Il ne faut pas penser que tout est gagné d'avance. Je suis surpris de voir certaines personnes adopter un certain nombre de discours. Je suis surpris de voir parfois l'agitation politique qu'on observe de la part de certains militants qui prétendent soutenir Patrice Talon. Connaissant Patrice Talon, un homme assez fin, je crois que je ne pense pas qu'il approuve tout ce qui se passe là, tout ce qui se fait là et tout ce qui se dit. Parce que le 2026, c'est un carrefour très important et la moindre erreur sera suicidaire pour toutes les formations, en tout cas, qui vont penser que tout est gagné d'avance. On a beau penser peut-être qu'on maîtrise telle institution gère des élections, mais n'oubliez pas, je le dirai jamais assez, la Cour qui a proclamé la victoire de Boni Yahi en 2006 a été installée par Mathieu Kérékou. La Cour qui a proclamé la victoire de Patrice Talon a été installée par Boni Yahi. Et donc, ce n'est pas gagné d'avance que de penser que tout est sous contrôle. Parce qu'à un moment donné, les hommes, là aussi, ont envie de rentrer dans l'histoire, malheureusement. Et je rappelle que Poyon a proclamé la victoire de, comment vous appelez, Mathieu Kérékou. Et pourtant, c'est ce groupe qu'il a installé. Donc, je crois qu'il y a un bémol, il faut faire très attention, parce que les acteurs politiques que vous avez mis là, et que vous pensez qu'ils sont peut-être acquis à votre cause, ou pour être disciplinés, ont aussi envie de rentrer dans l'histoire à un moment donné, et tout peut changer à un moment donné. Vous vous focalisez là beaucoup plus sur les partis de la mouvance, mais parlons des formations politiques de l'opposition. Non, l'opposition aujourd'hui... Sont-elles selon vous à l'abri du désastre en 2026? Non, je l'ai dit, je crois que j'ai dit ça. Les formations politiques de l'opposition ne sont pas à l'abri du désastre. D'ailleurs, il faut d'abord faire un ménage au niveau des partis d'opposition. Il y a les partis d'opposition à faire valoir
que je ne me permettrai pas de citer encore ce matin. C'est vous qui détenez non, la mais liste. Il y a au moins c'est vous qui en détenez la liste. Non, il y a au moins 2 formations politiques fait valoir. D'accord. Fait valoir. Est-ce qu'on peut connaître leur nom? Ils se connaissent et vous les connaissez mieux que quiconque. Je les ai cités sur ce plateau à plusieurs reprises et je sais qu'ils ne sont pas d'accord. C'est les formations politiques fait valoir. Et on ne sait même pas comment ils trouvent l'argent parce que la dernière fois, l'une des formations a été ébranlée par une affaire de 200 ou 300 millions. Donc finalement, et jusque-là, personne pour les interpeller. Dans le même temps, on parle de loi sur le blanchiment de capitaux et on interpelle des gens dans ce pays pour blanchiment de capitaux. Mais voilà des jeunes qui disent avoir 200 millions ou 300 millions d'un acteur politique ou bien d'un opérateur qui a financé. Et ça a amené brouille au point où on a failli casser la tête au président. Mais personne ne les a interpellés. Donc, suivez mon regard. Oui, mais Laurent, je ne peux pas vous laisser continuer sur cette lancée parce que l'argent a été mal géré au sein de la formation politique dans le cadre de la campagne pour les législatives ne signifie pas qu'il y a blanchiment d'argent. Je n'ai pas dit blanchiment. J'ai dit dans un pays où on dit lutter contre le blanchiment de capitaux et que des jeunes d'une formation politique sortent un audio qu'on a tous écouté, dire qu'un opérateur économique leur a donné de l'argent et ce n'est pas 5 millions, ce n'est pas 10 millions dans une certaine mesure. Au point où ils ont failli casser la tête à leur président. Attendez, l'affaire... On a vu la vidéo aussi. Voilà, l'affaire... est resté à faire casser. Ben oui, vous voyez un peu. Donc, en tout cas, quand je dis... Une équation à zéro inconnu. Voilà, il y en a qui nous ont dit qu'ils sont opposants modérés. Il y en a qui nous ont dit, voilà, avec l'opposant constructif avec Soumane Touleba, qui a disparu totalement, on ne le voit plus. Il y a l'opposant de principe qui a fini par basculer de l'autre côté, un certain René Agossa. Il y a l'opposant... comment vous appelez? Je l'appelle opposant modéré, mais quelque part aussi, est-ce qu'il est fait valoir? Bon, bref, notre ami Paul Rompé, et nous allons voir Espérance Tébé, qui est décrit. Attendez. Paul Rompé a été chef de file de l'opposition, Laurent Roland-Anthony. À quel prix? À quel prix? Je ne le sais. Bon, d'accord. Bon, vous le savez peut-être. Vous le savez peut-être. On sait que ces derniers jours, Korogoné sort pour désavouer celui qui a suicidé Espérance Tébé. Donc, vous voyez un peu déjà à ce niveau, il va falloir maintenant que les opposants, maintenant, c'est vrai qu'on a commencé par voir un Paul Rompé qui change de temps, finalement, parce que c'est tellement que les avantages diminuent au fur et à mesure. Quand savez-vous? Il faut changer. Il faut changer de discours. Quand savez-vous, Laurent? De toute façon, ce que je veux dire, c'est qu'à ce niveau, il va falloir faire très attention parce que ils sont nombreux à se déclarer de l'opposition, mais au fond, sont-ils véritablement opposants pour être représentatifs dans une certaine mesure? Mais quand on finit de parler de ces personnes, on parlera du Parti des démocrates. C'est des gens qui, peut-être pas mieux, pensent que tout est gagné en 2026. C'est une erreur, gravissime erreur, parce qu'à un moment donné, vous avez en face une machine assez redoutable. Et vous savez très bien que l'épreuve malheureuse qu'a subi l'ancien chef de l'État, l'ancien président de la République, Boniaï, avec à l'affaire des conteneurs, 52 jours à la maison, dans une certaine mesure, reste encore dans les mémoires. Et donc, quand vous avez la machine redoutable en face, ce qui parfois ne veut pas reculer, il va falloir changer de stratégie pour contourner. Et c'est pourquoi je le disais toujours, quand vous avez un adversaire qui met en place une stratégie, utilisez la stratégie pour avoir l'adversaire. Ils ont fini à franchir la première étape. C'est-à-dire qu'en faisant le jeu avec le pouvoir en place pour aller aux élections en 2023, avoir 28 députés et s'assurer qu'ils n'iront pas négocier les parrainages en 2026. Ça, c'est déjà un pas. Le second pas, c'est de revoir le discours dans une certaine mesure. Parce que je ne le dirai jamais assez, dans une certaine mesure, quand vous avez en face cette machine dont le maître à penser est Patrice Talon, il va falloir fonctionner en les suivant au pas, en les surveillant, en tout cas au jour le jour, et en réfléchissant davantage. Et d'éviter aussi les problèmes internes dans une certaine mesure, parce que les problèmes internes seront utilisés facilement pour affaiblir la formation politique. Donc, très important. Et aussi savoir qui participe aux grandes décisions de cette formation politique. Parce que les tops, ça ne manquera pas. D'ailleurs, d'un côté comme de l'autre. Oui, non, mais de l'autre côté, la probabilité est assez faible. Mais du côté de l'opposition, parce que c'est l'opposition qui est en position, qui en réalité est exposée à une situation d'affaiblissement dans une certaine mesure, c'est à eux de revoir en leur sein comment prendre des décisions
qui doivent être mises sur la place publique pendant que le grand nombre n'est pas informé dans une certaine mesure. Autrement, tout sera, en tout cas, une fois que, au fur et à mesure que ça se dit, le reporting speech est fait et finalement ils seront rencontrés. N'est-ce pas? En tout cas, dans la perspective donc, des joutes électorales de 2026, aucun parti politique n'est à l'abri du désastre, a titré l'Indépendant ce matin. Les joutes électorales de 2026 intéressent également le quotidien d'Abarou, qui nous parle d'un acteur qui pourrait peut-être jouer les troubles faits. Laurent Roland Toninquès, l'activiste Kémy Séba annonce les couleurs. Vous avez très bien fait de dire trouble fait, parce que Kémy Séba, quand j'ai suivi un peu ce qu'il a dit, que ça pourrait être lui pour remplacer Patrice Talon en 2016, j'ai souri. J'ai souri pour dire, attention, ne tombons pas dans le piège, une fois encore, de l'inconnu qui vient. Qu'on ne le veuille pas. Boni Yayi, en venant au pouvoir en 2006, c'était un inconnu, et on a pu voir, malgré tout ce qu'il a fait de bon et de positif à la tête du pays, les dérives. Je prends Patrice Talon, connu des acteurs politiques, mais inconnu du grand public, qui est venu au pouvoir. Il fait ce qu'il peut à la tête du pays, mais on voit aussi quelque peu les dérives de son système. Alors, un Kémy Séba ne doit pas peut-être vite tomber dans l'autosatisfaction et penser qu'il peut être candidat du Bénin, candidat à la présidentielle du Bénin, parce que quand on parle de son combat, le panafricanisme, combien de Béninois comprennent ce langage? Combien de Béninois comprennent cette idéologie? Combien de jeunes Béninois le suivent réellement? Il y a des jeunes qui le suivent, je sais bien que des jeunes le suivent. Et je sais qu'il travaille davantage à mobiliser d'autres jeunes à sa cause. Je crois que je l'ai rencontré un jour à l'aéroport et il me reprochait le fait de ne pas oser dans une certaine mesure. Je lui ai fait comprendre clairement à l'aéroport qu'il est dans son combat, il sait ce qu'il vise. Moi, je suis dans un travail, je fais mon travail et je n'ai pas d'animosité vis-à-vis d'un acteur politique. Je fais mon travail en étant, en tout cas, focus sur l'objectif dans une certaine mesure. Donc, peu ou prou, beaucoup de jeunes sont extasiés de le voir parler, de le voir prendre la parole. Qui a sa cause aussi. Qui a sa cause, oui, mais combien sont-ils ces jeunes qui comprennent véritablement son combat? Maintenant, il vient pour être candidat, à quel prix? Non. Il n'a pas encore dit qu'il sera candidat. Non, justement, il se peut. C'est vrai qu'il y a l'équation qu'il doit résoudre. L'équation du parrainage en question. Va-t-il utiliser la force pour dire que sans parrainage, il ira aux élections, comme notre ami Kaliou Soglo, qui a fini par subir les déboires politiquement parlant. Donc, va-t-il forcer les choses pour aller déposer son dossier à la Sénat pour dire qu'il ne reconnaît pas la loi qui a été modifiée en 2019, la loi fondamentale modifiée en 2019? Va-t-il procéder de cette manière? Toujours est-il que... Encore que rien ne nous dit qu'il ne pourrait obtenir les parrainages. Non, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. On a déjà vu ce c'est ce que je dis. Galiou Soglo en 2021, sans parrainage, il allait déposer son dossier pour dire que oui, finalement, qu'il ne se reconnaît pas la loi qui a été modifiée. Est-ce que Kémy Séba va adopter la même posture en 2026? Attendons de voir. Toujours est-il que même s'il avait arrivé à avoir les parrainages... Il pourrait avoir les parrainages. Il pourrait avoir les parrainages. À la surprise générale. À la surprise générale. Mais là aussi, moi, je crois que Kémy Séba a davantage besoin de travailler à se faire connaître des Béninois, à revoir dans une certaine mesure sa posture, dans une certaine mesure, parce qu'il a une posture pour moi assez violente à la limite, dans une certaine mesure. Il ferait mieux d'aller au contact des Béninois, c'est pas faire le tour du Niger, de la Côte d'Ivoire, en disant qu'on n'est pas panafricaniste, qui fait de vous d'office un candidat potentiel dans votre pays ou bien un candidat aimé dans votre pays. Ça, il peut être désillusionné à tout moment. 2026, c'est dans 3 ans. Oui, voilà, mais s'il doit être candidat, c'est dans 2 ans. S'il doit être candidat, qu'il crée sa formation politique et qu'il commence par vraiment parcourir le Bénin. Parce que je vais excuser beaucoup. Kémy Séba connaît où concrètement au Bénin, si c'est pas... Ça, on ne le sait pas. Non, c'est même Cotonou, parcourt quelques villes. On ne sait pas. On ne sait pas. On veut quelqu'un maintenant qui connaît les coins-recoins du Bénin, qui connaît les véritables problèmes du Bénin. Pas quelqu'un qui ira s'asseoir à la présidence de la Marina et qui après dira qu'il n'est pas informé, tout comme un Boni Yayi qui après déjà dit qu'il n'était pas informé du tout. D'ailleurs même avec Patrice Talon, il y a certains problèmes
qui sont soulevés au quotidien et on a comme l'impression que Patrice Talon aussi n'est pas informé. C'est de ça que je parle. En tout cas, il a encore un peu plus de 2 ans, peut-être, pour se rattraper, s'il s'agit de faire le tour du Bénin. Je pense que c'est possible. On a vu d'ailleurs un candidat le faire à sa manière, même s'il a fini de l'autre côté depuis un moment. Il a fini de quel côté? Maintenant, on va poursuivre. Laurent Roland, Torinquez. Dites-moi là où On il va avait fini. poursuivre. On a beaucoup parlé du président de la République, Patrice Talon, le Béninois libéré. Mais on a parlé de tout le monde, pas de lui seul. Oui, mais bon, son nom a été évoqué Ben écoutez, on a évoqué le nom plusieurs de fois. Niaï, de Son Kem nom Seba. est aussi évoqué à la Mais- une du Béninois libéré ce matin. Mais oui. on dit enfant, mais donc C'est normal, c'est normal. aucun mal, Ouais. aucun crime Bien en sûr, le bien citant sûr, bien dans sûr, tout ce qu'on dit. Je pense qu'il il y est habitué maintenant. Le Béninois libéré, en tout cas, évoque également son nom à sa une ce matin, crise au Niger. Ça y est, la bonne nouvelle, Talon ouvre la frontière ce jeudi. Les 2 peuples seront fiers de lui pour ce dénouement. Est-ce que les deux peuples seront vraiment fiers de lui? Ah, mais si on ouvre les frontières, c'est que Non, mais quand c'est la fin quand du calvaire pour les transporteurs, pour les peuples, justement. quand les gens finissent de subir, avec des pertes énormes, Oui, mais mieux vaut tard que jamais. attendez, Laurent. avec des pertes énormes, des difficultés dans tous les sens, Oui. est-ce qu'il y a un sentiment de fierté? Je crois que c'est ce que j'ai l'habitude de dire. À un moment donné, quand tout le monde vous parle, faites l'effort d'écouter et de faire ce que vous pouvez faire pour ne pas que demain, qu'on dise, bon, pourquoi tu l'as fait en fait finalement? On n'en a plus besoin, ou bien d'ailleurs, pour dire, c'est un peu comme on dit dans notre langue, hein, et va Dieu le loi. Finalement, tu as voulu, ça t'a plu de le faire, ok, let's go. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, cette situation, parce que la situation de blocus de la CEDEAO, en réalité, n'est pas encore levée. Non. Bon, si on ouvre la frontière aujourd'hui, c'est sur quelle base alors on ouvre la frontière? Ça veut dire que quoi? Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ou bien ce qui est annoncé pour être fait aujourd'hui, pouvait être fait il y a un mois. D'ailleurs, je pense que je ne trahis aucun secret en disant, par exemple, que les chefs d'état-major sont en conclave à Abuja. Oui, donc pour dire quoi? On ne C'est-à-dire, sait pas de quoi il s'agit, mais oui, en tout cas, ils de sont en toute façon, conclave à Abuja. oui, la CEDEAO a sorti un communiqué pour sortir et pour annoncer des mesures contre le Niger, notamment la fermeture frontière. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à nouvelle ordre, on n'a pas eu un communiqué qui annonce que la CEDEAO a levé cette sanction pour qu'on ouvre la frontière. Mais le Bénin a décidé finalement d'ouvrir la frontière. Ce qu'on disait depuis, on nous traitait d'apologistes des coups d'État, c'est ce qu'on est en train de faire. Je crois qu'à un moment donné, nous devons prendre du recul en réalité et faire les choses autrement. Parce que ce qu'on est en train de faire, ce qui est annoncé pour être fait aujourd'hui, pouvait être fait il y a un mois. Pouvait être fait en septembre, pouvait être fait en août déjà, pour faciliter la vie aux opérateurs économiques qui en réalité et faciliter la vie au peuple nigérien. Maintenant, on ne le fait pas, et puis c'est quand peut-être tout est... Parce qu'à un moment donné, le port du Bénin aussi a pris un coup. Hein. Le port du Bénin aussi a pris un coup. Les gens prennent leurs marchandises par le port de Lomé, passent par le Burkina Faso. Il y a un raccourci quelque part là rapidement pour faire la liaison avec le Niger. Et donc, c'est nous qui perdons dans une certaine mesure. Je suis sûr que finalement, ils ont fini peut-être par faire le point. Parce que dans la semaine, j'ai vu un journal écrit que les recettes de la douane à la hausse. J'ai souri pour dire, écoutez... Oui, il y a un des responsables justement du port autonome de Cotonou qui a fait une sortie pour rassurer les uns et les autres sur le fait que cela n'a pas réellement d'impact. Il faut justifier, il faut prouver, montrer peut-être que en réalité la décision qu'on ne subit pas dans une certaine mesure, c'est l'impression que j'ai dans une certaine mesure. Parce que quand on sait que le grand flux allait vers le Burkina Faso, le Niger, et qu'on sait que la frontière est bloquée, est fermée à ce niveau, et que beaucoup de marchandises ne prenaient plus par le port de Cotonou pour aller au Niger, cela suppose qu'il y a un manque à gagner. Oui, mais quand les responsables viennent vous dire le contraire. Oui, mais justement... Quelles sont les preuves que vous avez pour affirmer ce que vous affirmez? On n'a pas... Ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à dire qu'ils ont reçu un coup. Ils ont intérêt à prouver que malgré ça, que ça... Donc c'est du bluff, donc on nous ment. Bon, écoutez, moi, de ma petite position, quand je fais le point et la somme, je me dis toujours que nous avons reçu des coups à ce niveau. Maintenant, quand on lève la sanction, ou quand on ouvre les frontières, je crois qu'il faut revoir l'avenir, le mode d'application de certaines mesures. Parce qu'en réalité, c'est nous qui subissons. Et la plus grande partie, ce sont nos compatriotes qui sont bloqués à la frontière avec des camions en difficulté, des marchandises qui
qui pourrissent et qui Oui. sont devenus des pertes pour les opérateurs économiques. Pourquoi alors venir faire tout ce temps-là en étant dur pour finalement lever une sanction qui n'a pas été enlevée par l'institution régionale? Finalement, Laurent Roland-Tony, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Alors, le Bénin décide d'être un bon élève, d'accord? En faisant quoi? D'être un bon élève en respectant les injonctions de la CEDEAO, les décisions prises par la CEDEAO. Quand on appartient à un mouvement et que le mouvement prend une décision, eh bien, on suit la dite décision. Je l'ai dit. En son temps, il manquait à nos autorités. Permettez que je finisse mon développement. Donc, on respecte les décisions de la CEDEAO quand on est bon élève. Et le Bénin a décidé d'être un bon élève en la matière. Donc après, on prend ces décisions, fermeture des frontières, application d'un certain nombre de sanctions. On se rend compte que oui, cela a beaucoup d'impact. Et les populations donc se plaignent. Il y a beaucoup de réactions, beaucoup qui demandent à ce que oui, on essaie de revoir la position prise en la matière. Donc aujourd'hui, si le chef de l'État décide de rouvrir les frontières, il faut s'en féliciter. Il faut être reconnaissant. Le chef de l'État a un conseiller comme en économie. Comme on le dit, le chef de l'État a un conseiller en économie. Bien sûr. A un conseiller peut-être en économie portuaire. Bien sûr. A un conseiller peut-être en transport dans une certaine mesure. Et donc, dans une certaine mesure, quand cette décision intervient, c'est sur reproche à nos autorités. En réalité, on sort une décision pour appliquer des sanctions. Vous pensez, Laurent, réellement, concrètement, d'accord, que le Bénin n'est pas conscient de l'impact de ce genre de décision? Que le Bénin n'avait pas conscience avant d'accepter, de respecter cette injonction de la CEDEAO? C'est un mal pour un bien. Non, quand on a conscience, des conséquences d'une telle décision, puisque en réalité votre pays devient, dans une certaine mesure, victime d'une décision qui doit être appliquée, c'est que quand on a conscience de ça, on met dans la balance des arguments pour dire, revoyons cette sanction-là autrement. C'est un choix que le chef de l'État a fait. Plutôt que d'appliquer tête baissée et de revenir après sur sa décision, alors que même l'institution régionale n'a pas levé la sanction. C'est de ça qu'il est question. En fait, c'est ce que je dis à Patrice Talon, assez proche de lui, c'est qu'à l'avenir, n'appliquez pas tout de go, tout ce qui se dit. Essayez de mettre dans la balance des arguments pour éviter ce qu'on a, éviter à vos concitoyens, ce qu'on a pu faire vivre à nos compatriotes ou même au peuple nigérien dans une certaine mesure. Oui, mais remercions le chef de l'État tout de même pour la décision. Je crois que c'est ce qui manque à votre discours, en fait. Non, c'est ce qui manque à votre discours. Sinon, je comprends tout le reste. Malheureusement, il manque la reconnaissance. Malheureusement, je ne remercierai pas le gouvernement pour ça. D'accord. Parce que je l'ai dit. On va continuer. Je dis ce matin, je l'ai dit depuis, et on m'a traité d'apologiste avec des problèmes par-ci par-là pour dire je suis apologiste des coups d'État. Mais là, je crois qu'on est revenu sur ce que je disais depuis pour dire qu'il ne fallait pas appliquer cette sanction. On l'a appliqué pendant ce temps-là. Faire souffrir des gens. Et on revient sur ça. Pendant que la CEDEAO n'a rien dit. Et vous pensez qu'il faut féliciter ça? Moi, je pense que ce n'est pas bien parce que les gens ont bien subi ça. Beaucoup de sujets abordés dans la presse ce matin. On n'aura pas forcément le temps de revenir sur tous ces sujets, mais celui-ci rapidement avec Dynamisme Info, on en parle. Laurent Roland-Tony. Sanctions là aussi, allègement des sanctions d'ailleurs, révision de sa peine en appel par la criette. Voici pourquoi Adjovi ne prendra pas le risque de rentrer selon Dynamisme Info. Je crois que dans la décision qui est rendue, il paraît que normalement, Adjovi Séverin Adjovi, est condamné encore à verser une somme à d'autres structures également, avec d'autres condamnations à l'appui. Donc, finalement, il semblerait que c'est la plus petite des peines qui a été vulgarisée. Et puis, finalement, mais dans le fond, il y a encore des choses qu'on reproche à Séverin Adjovi. Et donc, je crois que Dynamisme Info fait bien de préciser, de rappeler ça ce matin. Maintenant, c'est qu'il faut espérer peut-être qu'il y aura un arrangement politique. Parce que tout le monde sait que la décision qui est tombée il y a quelques jours, les gens ont tout fait de penser que peut-être que c'est la résultante d'un arrangement politique ou bien de l'intervention de certaines élites de la ville de Ouidah dans une certaine mesure. Et on attend de voir si Séverin Adjovi pourrait vraiment rentrer libre dans son pays et continuer à militer politiquement. Toujours est-il que dans la perspective de 2026, on ne doit pas être surpris de voir certains acteurs politiques revenir au bercail quand on sait que les formations au pouvoir ont eu des difficultés dans certaines régions, quand bien même des fils de ces régions sont au pouvoir.
ou ont sont des proches de Patrice Talon, c'est qu'il va falloir composer avec des personnes qui ont un langage qui est écouté, et des personnes qui sont assez appréciées dans la localité. Et on a pu voir avec notre honorable Atao Renuro qui est venu rentrer en grande pompe. Et donc, voilà. Quelques semaines. Sa présence joue un rôle très important. Et sachant que certains sièges du parti hier, Réseau Atao, sont devenus les sièges d'une des fonctions de la mouvance présidentielle dans la région Akpakpa et consorts, cela présage de ce que cet honorable député certainement ne tardera pas à militer dans ces formations politiques pour contribuer à consolider les acquis du pouvoir en place pour une victoire en 2026. Et donc, quand on annonce un certain Sylvain Adjovi, quoi qu'on dise, très bien aimé, très apprécié à Ouida, son retour, c'est que dans l'un ou l'autre des cas, ça peut favoriser, parce que, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'arrangement politique, parce que l'arrangement politique consisterait à ce qu'il milite dans l'une des formations politiques qu'on connaît, pour maintenant, peut-être que lui permettre, lui rassurer une certaine quiétude dans son pays. On a pu voir avec notre ami Bertin Corvi. Alors, Corvi qui est parti. Vous pensez qu'on peut donc échapper à la rigueur de la loi en étant affilié à une des formations politiques du pouvoir en place? Bon, j'ai envie de vous répondre. Et la première expression qui est venue à vous, c'est que non. C'est une question rhétorique. Ne répondez pas. Ne vous donnez pas la peine d'y répondre. Vous comprenez très bien. Vous faites bien de m'empêcher de répondre parce que je pourrais choquer en répondant. Le matinal parle ce matin, on va finir avec deux petits sujets rapidement. Répression annoncée des transports mixtes et hors gabarit grogne dans le rang des conducteurs. Une prorogation du délai de sensibilisation souhaitée. Je crois que les conducteurs sont peut-être en erreur. Pensant, grognant, ça ne résoudra pas le problème. Hein. Il ferait mieux de se conformer à la décision. Parce que c'est des vies qui sont c'est même leurs vies qui sont en danger. Bien sûr. On n'a pas besoin de grogner pour ces trucs-là. Écoutez. Je ne vous coupe pas, mais pas plus tard que ce matin, en venant au boulot, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, le camion. À quelques mètres du marché. Oui, le camion qui a dévié pour foncer dans une maison là. Je crois que à ce niveau, je crois le problème essentiel, d'abord, je crois que le camion, tel que le camion a dévié, j'entendais dire que c'est un zélim que le camion devait éviter. Après, oui, et puis après ça aussi, il y a que avant l'endroit où le camion a fait le choc, il y a le trou là. Voilà, et à ce niveau, chaque fois que les gens viennent là, oui, quand les gens viennent là, ils voient le trou, subitement veulent éviter en déviant tout. C'est très vite arrivé. Moi-même, j'ai failli tomber dedans hier. Donc, je pense que il faut régler ces problèmes sur nos voies. Maintenant aussi, les changements au gabarit, il faut sanctionner. Moi, je pense que c'est à sanctionner sans état d'âme. Il n'y a pas à espérer même qu'on ne veut pas faire mal On a cassé les bandes d'âme au bord de la voie. D'accord? Donc, il n'y a même pas de problème, puisqu'il faut maintenant eux-mêmes, là, ils rentrent dans les rangs. Si vous achetez des marchandises, je dis, le passager et la propriétaire ou le propriétaire de la marchandise peuvent rester dans le véhicule avec les marchandises. À part ça, plus personne d'autre. Si on voit quelqu'un d'autre dans le véhicule avec les bagages là, écoutez, il faut arrêter sans état d'âme. Pour éviter, dans une certaine mesure, l'hécatombe dans une certaine mesure. Pour une fois, vous êtes d'avis pour qu'on applique la loi comme il le faut, qu'on y ait avec de la rigueur. Donc, vous pensez, je n'ai jamais été d'accord qu'on applique comme de la rigueur sur ce plateau. Vous pensez... Fraternité Laurent Roland Tonniquet parle de recours aux enseignants retraités dans les lycées et collèges, l'école en difficulté. Oui, moi je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas améliorer les conditions. Et avec d'IB Info, on a plus de détails sur le sujet, enseignement secondaire au Bénin. Les professeurs de mathématiques, PCT et français admis à la retraite sollicités. Oui, et c'est ça le véritable problème le véritable problème auquel nous sommes confrontés. C'est-à-dire que les gens vont la retraite, mais malheureusement, on est obligé de leur faire recours. Alors qu'il y a des jeunes là qu'on peut former, il y a des jeunes qui veulent même aller dans l'enseignement et qui ont les compétences. Peut-être ne sont-ils pas assez qualifiés. Qu'est-ce qui fait des retraités des gens d'expérience? C'est le temps. C'est avec le temps qu'ils ont acquis l'expérience. Ceux que vous avez rappelés maintenant, qui sont à la retraite. Après,
savez aussi bien que moi que on a beau être expérimenté, on peut manquer de qualité. L'expérience et la qualité ne vont pas de pair forcément. La qualité s'acquiert avec le temps. Oui, je suis d'avis. Mais on peut également on peut être très expérimenté sans avoir toute la qualité requise. Oui, de toute façon, il y a des écoles normales qui forment. Et donc, le flux là, ceux qui sont formés dans les écoles normales, ça c'est à quoi? Parce qu'il y a des écoles normales supérieures de l'État. Alors, ceux que vous allez former là-bas, là, c'est pour faire quoi de ces personnes? J'en connais qui ont fait les écoles normales, qui peut-être aujourd'hui sont encore en attente et qui sont obligés d'aller enseigner dans les privés. Donc, et quand on sait aussi que le traitement qui est fait aux AME, beaucoup de personnes n'ont pas envie d'aller faire ça parce que quand ils sont dans les privés, quand ils ont au moins 2-3 collèges privés dans lesquels ils enseignent, ils ont largement au-delà de ce qu'on donne à un aspirant. Donc, il va falloir revoir dans une certaine mesure le mode de traitement des AME, qu'on paye 10 mois ou bien après, à la rentrée, on va leur faire un prêt d'un mois remboursable après sur toute l'année. Dès lors que vous allez revoir ce mode de traitement, les gens auront davantage envie de venir et vous allez les laisser retraiter. Nous sommes dans un pays où on parle du chômage des jeunes. Et pendant ce temps, les jeunes sont là, vous n'améliorez pas les conditions des jeunes et vous allez rechercher chaque fois les retraités pour leur payer des salaires largement au-delà de ce que vous payez aux jeunes dans une certaine mesure. C'est de ça qu'il est question. Je crois qu'il faut revoir ce mode de fonctionnement et aller voir les jeunes, d'abord arranger la situation des AME pour donner davantage l'envie à d'autres jeunes d'aller à l'enseignement. Pourquoi pas? Et là, en ce moment, on pourra être sûr qu'avec le temps, on aura l'expérience et la qualité au niveau des jeunes qui pourront assurer une relève de qualité. Nous sommes le 26 octobre 2023, il y a 51 ans, Laurent Roland Tononiquès, le 26 octobre 1972 notamment, le coup d'État militaire, et pas des moindres. Oui, le coup d'État qui a sonné la fin des coups d'État au Bénin, l'enfant malade de l'Afrique. L'enfant malade de l'Afrique qui a subi son dernier coup d'État en 1912, notamment par le commandant Mathieu Kérékou, et qui finalement, en tout cas, a instauré, a dirigé le Bénin de mai de maître jusqu'en 89 où il a été désavoué pour partir et revenir en 96 dans une certaine mesure. C'est l'histoire de notre pays. Malheureusement, je constate que les vestiges de l'histoire du Bénin sont au quotidien détruits et on n'a plus de traces de l'histoire, de certaines histoires dans notre pays. C'est assez difficile parce que qu'on ne le veuille pas, ce tournant important constitue un élément très capital dans l'histoire du Bénin qu'il faut raconter à la nouvelle génération. Je crois que c'est des dates que nous devons célébrer en réalité. Pas célébrer en ce sens que le général Mathieu Kérékou, au cours de son premier règne de 1972 à 89, a été mauvais avec les histoires qu'on a pu connaître à Segbana et autres, mais que ça a été la fin d'un long processus de coup d'État où chaque fois, je rappelle qu'on avait des présidents de 24 heures, bien sûr, des présidents d'un mois, des présidents de 72 heures, donc 6 jours. 6 jours. Donc, il y a tout ça. Et c'est grâce à Mathieu Kérékou qu'on a pu mettre fin à ça, au-delà de tout. Donc, je pense que c'est des dates normalement à rappeler à la nouvelle génération, à célébrer, et peut-être des dates sur lesquelles on doit pouvoir peut-être instaurer des séances de conférences, discussions, débats, pour montrer, pour rappeler ce que les coups d'État coûtaient au Bénin, et à partir de 1912, ce que ça a eu comme conséquence, parce que c'est dans la période qu'on parle d'école nouvelle, dans une certaine mesure. Tout ce que Mathieu Kérékou a fait n'était pas mauvais. Donc, ce qui est bon dedans, comment faire pour maintenant implémenter ça au niveau de la nouvelle génération pour l'économie béninoise? On va mettre fin à cette partie de l'émission Laurent Roland Tononiquès à présent en jetant un petit pavé dans votre mare. Fait divers, révérend pasteur se suicide après la fuite d'un de ses audios dans un groupe WhatsApp. Non, j'ai lu ça la hier. cible de l'info. Oui, j'ai l'info. Non, j'ai lu ça et je crois que aujourd'hui, je l'ai dit, il est très important de faire très attention. Parce que hier, nous avions
nous n'avions pas les réseaux sociaux hier. Vous pouvez vous permettre de faire tout ce que vous voulez, foutre votre bordel comme vous voulez, n'importe comment. Et c'est ni vu ni connu. Bien sûr. Il n'y a pas de traçabilité. Malheureusement, aujourd'hui, Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Quiconque est avec vous peut avoir sa caméra allumée à tout moment. Et donc, avis à ceux-là qui pensent qu'on peut se permettre tout aujourd'hui. En tout cas, faites attention pour votre vie. Parce qu'un petit faux pas peut vous être suicidaire pour votre destinée. Poursuivons, matin, Dédé.